thérapeute depuis, je sais jamais en quelle année on est en 2024, donc ça doit faire 6 ans. J'ai commencé par l'hypnose en tant que praticien et j'ai découvert très rapidement l'analyse transgénérationnelle. Il faut articuler quand on dit l'analyse transgénérationnelle. Dans un premier temps, et évidemment, comme beaucoup de thérapeutes, c'était parce que j'étais en recherche, c'est-à-dire en besoin quand même de trouver des clés pour ma propre histoire. Ça a été une révélation, donc aujourd'hui je fais toujours un peu de transgénérationnel quand je fais une séance. Aujourd'hui je fais des séances, on va dire des packages où il y a toujours du transgénérationnel, parce que le transgénérationnel c'est le sujet qui nous touche tous de la même façon. C'est souvent les mêmes sujets qui nous touchent, donc c'est pour ça qu'on va parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, qui est l'abondance. On va voir de quelle abondance on parle. J'ai développé aussi mes capacités intuitives, médiumniques, si on veut les appeler comme ça. Et aujourd'hui, je fais des stages, des formations. Et on est en plein travaux. On ouvre un centre de bien-être à Iso de l'Hôtel, à côté d'Aspet. La maison Éveillot, qui va permettre d'accueillir des stages, des formations, des retraites, un gîte. Enfin voilà. Et après, on verra. L'abondance, on parle d'abondance, donc on verra jusqu'où on peut aller dans l'abondance de plaisir et de joie. J'ai proposé ce sujet de l'abondance. Les clés de l'abondance sont dans votre arbre généalogique. De quelle abondance on parle? Alors on entend souvent parler d'abondance, mais souvent du point de vue uniquement financier. C'est mieux quand il y en a de l'argent, quand on a les moyens. J'aime bien ce mot, les moyens, d'avoir les moyens aussi de se créer la vie qu'on veut, la vie qui nous apporte du confort, qui nous permet de réaliser nos rêves aussi, surtout. C'est toujours mieux. Mais aussi l'abondance de joie, l'abondance de plaisir. Donc là, j'ai déjà cité des mots comme ça qui ont l'air très simples, mais en fait, on est dans l'intime. Quand on parle d'abondance, on parle de plaisir, de joie, d'argent. On est à la fois dans l'intime, mais aussi dans les tabous, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans notre société, dans notre culture, voire même dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, en tout cas dans beaucoup, l'argent et le plaisir particulièrement, c'est un peu sous couvert de tabou, parce qu'on a tous une relation particulière à l'argent, une relation particulière au plaisir, et donc à l'abondance. Pourquoi j'ai voulu parler et vous expliquer pourquoi les clés de l'abondance étaient dans votre arbre généalogique? Parce que notre relation à l'argent et notre relation au plaisir et notre relation à l'abondance, elle est directement liée à notre éducation familiale, mais aussi notre éducation en tant que société. La famille est une petite société ou un miroir de la société aussi. Il ne faut pas chercher que dans l'arbre généalogique, il faut aussi chercher dans cette société qui ne voit pas toujours d'un bon œil que tous soient dans l'abondance. Ça se saurait si l'abondance était... alors oui, elle est disponible pour tous, mais elle n'est pas facilitée pour tous, encore moins chez les femmes. Les femmes puissantes, les femmes riches, elles sont quand même moins nombreuses sur Terre. Ça mériterait une autre conférence, mais on va essayer de focaliser sur l'arbre généalogique. Je vais reprendre mes notes parce qu'il y avait des choses importantes que je voulais vous dire. Alors l'arbre généalogique, c'est quoi en fait? Alors vous les connaissez, vos parents, parfois vos grands-parents, parfois un peu plus haut. Mais c'est ce qu'on appelle un système. Donc on parle parfois en thérapie de thérapie systémique. C'est aller décoder le système. Et un système, c'est quoi? C'est beaucoup d'inconscients, j'allais dire 95% d'inconscients. Ce sont ce qu'on appelle aussi des programmations. Donc en fait, dès l'enfance, on va être programmé. On va nous dire, c'est ça la vie, c'est ça que tu dois être, c'est ça qu'il faut être, c'est mieux d'être ça qu'autre chose. On va te dire, il faut te dédier aux autres, il faut être généreux, il faut faire le bien. On va, dans notre société, dans notre culture, assez peu, dites-moi si je me trompe, mais assez peu nous éduquer à l'abondance et nous éduquer à l'abondance financière encore moins. J'ai l'impression que ça a été quand même, j'allais dire capté.
par une certaine frange de la population, hein, qui est la bourgeoisie, et qui, eux, dans la bourgeoisie, chez les personnes qui ont de l'argent, on s'éduque à l'argent. Dans les familles où on n'est pas riche, on ne s'éduque pas à l'argent. Parce qu'en fait, quand on n'a pas d'argent, eh ben, on doit trouver d'autres paramètres pour survivre. Hein, donc dans les familles où on n'a pas des besoins de survie financiers, on n'a pas besoin de survivre, on a les moyens de survivre, eh ben, on s'éduque à l'argent. Et dans les familles où on doit se construire pour survivre, on ne va pas s'éduquer à l'argent, en tout cas pas à l'abondance d'argent. On va plutôt s'éduquer à finir les fins de mois, à joindre les deux bouts. On va transmettre comme ça des programmations, des habitudes de gérer le manque d'argent plutôt que de gérer la création d'abondance. Voilà. Donc ce sont des systèmes qui se répètent. Et ça ne se répète pas sur une génération, pas sur 2, pas sur 3, pas sur 4. Parfois, c'est sur tout l'arbre depuis très longtemps. Et parfois, il y a des mémoires très anciennes qui nous impactent encore. Il se peut, je trouve beaucoup dans mes accompagnements, une mémoire, on parle de mémoire transgénérationnelle. Hein. La psychogénéalogie, c'est le sujet, la thérapie, c'est la psychogénéalogie. Et on parle de mémoire transgénérationnelle, donc qui se transmettent de génération en génération. Et donc parfois, il se trouve qu'on peut avoir un ancêtre qui a fait faillite. Au sens concret, hein, qui a tenté, qui a tout perdu. Ce qu'on pourrait appeler un événement. Donc un événement transgénérationnel. À cet endroit, à cette époque, il y a des émotions qui vont être créées, qui vont... ça peut être la culpabilité d'avoir perdu, de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir protégé sa famille. Ça peut être la culpabilité personnelle, hein, d'avoir failli, de ne pas avoir réussi à comprendre comment ça marche, comment perdurer avec son entreprise. Et les émotions, il y a la culpabilité, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a la peur, évidemment, hein, de manquer. De ces émotions, donc on parle d'un événement, hein, une faillite par exemple, et ensuite les émotions, ça va créer des croyances. Et là, je vais vous interroger déjà, les croyances qu'on peut avoir autour de l'abondance et de l'argent. J'en ai déjà cité quelques-unes. C'est pas bien d'être dans le plaisir, hein, le plaisir c'est dangereux. Donc ça va créer ces émotions négatives, vont créer des croyances négatives. Est-ce que vous avez des croyances négatives autour de l'argent, autour de l'abondance? Que ce soit les vôtres ou celles que vous avez entendues, on parle souvent d'argent sale par exemple. Ou que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein, ça peut être des proverbes au niveau collectif, au niveau d'une société aussi. Est-ce que vous, dans vos familles, ou dans votre vie à vous, vous avez une croyance par rapport à l'argent ou par rapport à l'abondance? Parce qu'on voit le sujet plus large que l'argent. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ou qui vous viennent là comme ça spontanément en tête? Non? Vous avez une relation neutre à l'argent, à l'abondance? Non. Qu'est-ce qui pourrait... Ouais? On commence avec une. Celle qui te vient, les mots qui te viendraient. Si je te dis argent, par exemple. Quoi? Ah non, mais après, c'est toute une transformation, je trouve, parce qu'avant, il y avait le troc, maintenant, il y a l'argent, il y a tous les ancêtres, tous les... Okay. L'argent, c'est une... Alors, voilà. C'est choses et rien en même temps. Ok, ça c'est très intéressant. L'argent, c'est tout et c'est rien en même temps. Bah non. Alors, on va s'arrêter sur les petites croyances que... Ah, voilà. Mais ça, c'est une super belle croyance. L'argent, c'est tout et c'est rien en même temps. C'est-à-dire que c'est tout parce que ça peut être tout un jour et plus grand-chose le lendemain. Mais si on a la croyance que l'argent, c'est rien, on ne va pas focaliser, on ne va pas mettre notre énergie dans la création de l'argent. Parce que si c'est rien, ça veut dire qu'on peut s'en passer aussi. Si c'est rien... Il faut faire un choix au bout d'un moment. Hein, il faut faire un choix au bout d'un moment. Hein. Puis il y a cette notion déjà chez toi le troc, c'est possible. Il y a eu cette... ouais. Et donc il y a peut-être une nostalgie de avant, quand il n'y avait pas d'argent, il y avait du troc. Donc il y a le troc, il y a cette notion très humaine d'échange, de partage, de réciprocité, d'équilibre. Puis l'argent, c'est venu un peu casser, hein. On a vu dans le parallèle que tu as fait, l'argent, c'est venu un peu casser ces valeurs-là, quoi, quelque part. D'accord? Moi, mon travail, quand je fais de la psychogénéalogie, c'est de dire aux gens, l'argent, ce n'est ni tout ou rien, c'est un moyen. C'est un moyen comme un autre, comme avoir un corps physique, comme avoir des capacités intellectuelles, ou comme faire une formation.
En fait, le problème de notre société et dans nos familles, souvent, c'est que l'argent est devenu un sujet. L'argent est devenu un but. Parfois, hein, pas chez tout le monde, hein, mais l'argent n'est plus un moyen, et l'abondance n'est plus un moyen de vivre, d'être, d'aimer, de partager. On oppose même l'argent et l'amour, hein, parce que c'est comme si on n'achète pas l'amour, évidemment, hein, des croyances qu'on peut partager. Donc en fait, ce n'est plus un moyen, c'est une fin en soi. Et c'est une fin en soi quand on en manque, quand on est dans la survie, quand on a de la peine à créer, à être dans la création. Pourquoi je parle de création? Parce que quand on est dans le moyen, on est dans la création. C'est un moyen, c'est comme mon stylo, c'est comme mon corps, c'est comme ma parole, l'argent. L'argent, ça m'a permis de payer le salon, de venir ici, de payer l'essence, etc. C'est un moyen de connecter avec les gens, de partager, etc. Si j'étais obsédé par l'argent, ben, j'aurais un stand où je fais que de la vente, par exemple. Je fais que de la vente d'objets, etc. Et j'aurais positionné tout mon travail, mon métier, ma vie sur cet objectif. Parce que je me serais construit sur le manque et sur la peur de manquer. Pas sur une relation apaisée à l'argent, qui pour moi est une relation où on va être dans l'idée que c'est un moyen. On sait que l'argent, ça permet les choses, mais on se construit selon les familles différemment. Soit c'est un moyen, soit c'est une fin en soi. Soit c'est un but, si on est dans la survie. Est-ce qu'il y a d'autres croyances qui vous viennent? Ça me permet de rebondir et de... L'argent, c'est souvent le début d'une croyance, et l'argent, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Ok. Donc, si on décortique cette croyance, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, déjà, il y a l'idée que l'argent, c'est pas naturel. Ça ne tombe pas du ciel. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces deux croyances. L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc, ça veut dire que c'est à nous de charbonner, quoi, en gros. Hein. C'est à nous de charbonner. Je mets le mot charbonner au sens qu'il faut descendre à la mine, il faut travailler, il faut souffrir même pour avoir de l'argent. Parce qu'il faut travailler, il faut se lever le matin, sortir de son lit quand il fait 5 degrés, etc. Donc il faut y mettre de l'énergie, sinon on n'a pas d'argent. D'accord? Alors qu'en fait, on a plein d'exemples, à la fois dans la société et dans nos familles, et dans nos arbres aussi, où l'argent peut être facile. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on appuie sur un bouton et l'argent tombe. Ça ne tombe pas du ciel en appuyant sur un bouton. Mais on peut aussi se construire différemment si on n'a pas cette croyance. L'argent peut être un fruit, moi j'ai envie de dire. L'argent peut être un fruit de l'arbre. Alors c'est drôle, parce que tu parles d'arbre, moi je parle d'arbre généalogique. Moi j'ai envie de dire l'argent tombe de l'arbre. L'argent peut ruisseler. Si on va voir quelques programmations familiales, inconscientes, l'argent peut ruisseler. Parce qu'on a dans nos arbres des exemples contraire à ce qu'on croit aujourd'hui. Si je crois que l'argent ne tombe pas, pousse pas sur les arbres, j'ai peut-être dans mon arbre des gens qui me montrent cet exemple. Le problème, c'est que je ne suis pas connecté à eux, je ne suis pas irrigué et je ne suis pas inspiré par ces gens-là. Je suis inspiré par ceux qui me disent depuis longtemps, depuis toujours, que l'argent ne tombe pas de l'arbre. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop... Vous me dites, hein, des fois, parce que je peux partir loin dans l'arbre. En fait, tu as certainement des parents ou une famille, des grands-parents, etc., qui t'ont donné cette idée, cette croyance. Et l'idée, c'est d'ouvrir cette focale. C'est de se dire, et si on se disait que justement l'argent tombe de l'arbre? L'argent pousse, sur l'arbre. J'ai mélangé les deux croyances. Et on ferait d'autres choix. On ferait d'autres choix, pas forcément de vie, mais on ferait une autre organisation de quel type de séance. Je crois que tu es un petit peu thérapeute, un petit peu praticienne, voilà. En fait, je vais faire évoluer ma pratique parce que je vais me dire, tiens, et peut-être que si on décidait que l'argent il tombe du ciel ou de l'arbre, ça va me faire des choix différents. Donc c'est partir d'un postulat positif plutôt que d'une croyance négative. C'est, si, l'argent il tombe du ciel. L'argent il tombe du ciel, pourquoi? Parce que c'est quoi le ciel? Déjà, ça pourrait être aussi une autre conférence. En tout cas, ça veut dire que l'argent n'est pas magique. L'argent il tombe pas comme ça. Moi j'ai envie de dire, et si il tombait du ciel? Ça voudrait dire quoi? Et si on prenait ce postulat positif comme
comme un début pour penser différemment et créer du coup notre métier, le modifier, le transformer, changer parfois de métier, etc. Et si on disait que l'argent tombait du ciel? C'est quoi le ciel? Le ciel, ça peut être l'inspiration. On peut être inspiré. Le ciel, ça peut être ce qui est invisible, ça peut être ce qui est magique. Et si on ne faisait pas justement plus de magie dans notre vie, et qu'on disait que cette magie, elle méritait en retour, de façon équilibrée, de l'argent. Moi, je vois beaucoup, j'accompagne beaucoup de thérapeutes, de praticiens dans le bien-être, etc. Je vais le dire avec des guillemets, qui vendent leurs dons, qui vendent leur capacité énergétique, il y a beaucoup de magnétisme sur le salon, qui vendent leur capacité intellectuelle aussi, de la formation, de la transmission, des livres, etc. Si on considère que ça ne tombe pas du ciel, ça veut dire que ce qu'on crée comme intellectuellement ou spirituellement n'a pas de valeur, et donc on va se retrouver avec quoi? Des praticiens, des thérapeutes qui vont vendre des séances le moins cher possible, et qui au final vont devoir faire 90 séances dans le mois pour espérer avoir un SMIC, quoi. Donc ça va créer des problèmes de valeur. On parle bien de valeur quand on parle d'argent, et ça vient forcément résonner tout de suite avec la valeur qu'on se donne et qu'on donne à ce qu'on fait aussi. Moi, c'est mon métier, c'est aider les gens, la thérapie, c'est parler, c'est voire même beaucoup parler. Si je ne donne pas de valeur à ça, à ma parole, bien sûr à mon expérience, comment dirais-je, à ce que j'ai appris, à mes formations, etc., mais pas que ça, à mon être aussi. Donc c'est aussi donner de la valeur à ce qu'on est, à ce qu'on fait, pour avoir en équilibre. L'idée, c'est quand même de rester dans l'équilibre. C'est pas d'être focalisé et de créer, encore une fois, des disparités entre le don et le recevoir. Donc ça allait prendre toutes nos croyances négatives, quand on fait de la psychogénéalogie, issues de notre famille, et les transformer en postulats positifs pour créer, pour être dans la création et dans la valorisation. Oui, ce que je fais, poser mes mains, être entièrement présent dans le don de soi, ça a de la valeur. Et si on fait des calculs, là, je ne vais pas vous faire tout le calcul, mais si on fait un calcul, souvent les thérapeutes, ils se vendent à l'heure. Ils font une séance d'1 heure, et ils vont se dire, 1 heure dans mon logiciel, parce qu'on a tous un rapport... on a tous eu, en grande majorité, des parents qui étaient salariés. Dans une grande majorité. Et dans le monde du... Pas en majorité? Tant mieux, ça veut dire qu'il y a plein de croyances positives que tu vas pouvoir mobiliser pour générer de l'abondance. Et donc on a un référentiel familial et aussi collectif de mon temps, c'est égal à ça. On a un référentiel au niveau du SMIC aussi, on se dit 1 heure ça vaut ça, 1 heure de thérapeute ça vaut ça, et puis si je dépasse ça, c'est trop, quoi. Alors qu'en fait, ce qu'on donne pendant 1 heure, c'est peut-être de l'or. Notre parole, on dit parfois qu'elle peut valoir de l'or. Donc pourquoi faire une séance à 30, 40 euros de l'heure si ce qu'on donne, c'est de l'or? Est-ce qu'il ne faut pas revaloriser notre parole, notre présence et tout simplement ce qu'on donne à ce moment-là? Parce qu'en face, la personne, ce qu'on lui donne à ce moment-là, elle peut le transformer en or. Donc on lui donne de l'or. On lui donne les moyens de transformer ça en or. Et nous, on va dire non, l'or, je ne le veux pas en retour. Il y a beaucoup de thérapeutes qui n'arrivent pas à en vivre, ou pas longtemps, ou pas suffisamment. Donc j'accompagne aussi beaucoup de personnes sur se redonner de la valeur et redonner de la valeur à ce qu'ils font et à leur être. Est-ce qu'il y a d'autres croyances qui vous sont venues? L'argent, c'est ou c'est pas? C'est du business. L'argent, c'est du business. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais derrière le mot business? Qu'est-ce que toi, le mot business, ça te... D'autres mots Le commerce, les affaires. C'est les affaires, c'est le commerce. Ok.
pas la drogue. Ok, c'est intéressant. Ton inconscient, il nous dit des trucs là, mais... Donc c'est du commerce, d'accord. Donc il y a une notion d'achat, de business, de vente. Hein, on n'est que... quand on parle de commerce, on parle souvent de biens. On va acheter des biens, on va les revendre, on va les acheter. Forcément, quand on est dans des métiers de service, comme il y en a beaucoup ici, on va faire quoi du coup? Est-ce qu'il n'y a pas une opposition là qui, à un moment donné, va nous bloquer et qui va nous empêcher d'être à la fois dans le service, dans le bien-être, etc. Parce qu'on a peur de tomber, d'être des marchands du temple. Dans la Bible, il y a cette notion que les marchands du temple rentrent et pervertissent un peu la spiritualité, la foi, le temple. Hein. C'est l'opposition entre les marchands et le temple. Ok, il y a cette notion de l'argent, c'est du côté de ceux qui achètent, qui vendent, et nous, on a peut-être une inclinaison à vendre autre chose, ou à partager autre chose. Ouais. Et du coup, quand on est dans ce métier-là, j'en parle parce que j'en suis, il y en a peut-être qui parmi vous, ça peut créer une opposition. Bah oui, mais moi, je ne peux pas vendre soit à sa juste valeur, soit je ne peux pas vendre cher, parce qu'il y a sa juste valeur, et puis il y a cher aussi. Si je vends un jour à quelqu'un un accompagnement et que je suis mal à l'aise avec l'argent, je ne vais pas lui vendre, je vais lui vendre sur une fois par mois, parce que je vais être mal à l'aise avec plus, puis je vais lui dire ça va durer 3 mois. Voilà. Comme ça fera que 300 euros, 400 euros. Et si la personne elle a besoin de plus d'accompagnement, parce qu'elle a besoin d'être irriguée d'or, parce que dans sa famille, elle n'a pas été irriguée de valeurs, de croyances positives, sur l'argent, sur l'abondance, sur le plaisir, etc., elle a peut-être besoin d'un thérapeute à ce moment-là qui vienne proposer j'ai le mot anglais qui vient, je ne sais pas pourquoi, le shift, un changement. On a parlé de business, du coup, je suis en anglais là. Qui viennent proposer un shift. Donc en fait, ce qu'on propose, ça peut valoir 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Avec une seule personne. Alors, en général, quand je dis ça, il y a des thérapeutes qui font... il y a beaucoup de thérapeutes qui font ça. Parce qu'on a peur d'être associé à des valeurs mercantiles. Alors, déjà, quand on est thérapeute, c'est dur, mais alors, quand on est dans la spiritualité, en plus, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'on ne veut pas être associé aux marchands du temple ou on ne fait pas commerce de la foi. Bien sûr. Il n'y a que les religions qui font ça. Est-ce qu'il y a d'autres croyances qui vous viennent ou déjà des questions? Parce que plus on est dans l'échange, plus c'est intéressant pour... Est-ce que vous vous souvenez de la façon... Alors, déjà, si vous aviez de l'argent de poche quand vous étiez petit ou petite, est-ce que vous vous souvenez de la façon dont on vous donnait cet argent de poche? Est-ce qu'on vous disait en accompagnement ce geste-là? Pas du tout, peu? Très peu. Et puis on me le mettait sur un compte. On te le mettait sur un compte. Donc c'était de l'argent pour plus tard. Okay. Donc c'était pour créer ta sécurité. On n'en avait quand même pas beaucoup. Mais pas beaucoup, mais pour plus tard. Donc les deux sont intéressants. C'est le comment qui est intéressant. Des petites pièces de temps en temps. Comme beaucoup d'enfants, la petite souris, 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Okay. Moi j'avais l'impression que c'était incroyable. J'avais l'impression que c'était incroyable. Donc là c'est génial. Là, on a une croyance issue de l'enfance, ce qu'on a tous ressenti quand on a eu même ne serait-ce que pas grand-chose, c'était déjà incroyable pour nous. Si on est resté sur cette croyance issue de l'enfance, ce qu'on nous donne et qui n'est pas grand-chose, c'est déjà incroyable. Même si on n'arrive pas à être dans l'abondance, et on ne parle pas ici d'abondance pour l'abondance, on ne dit pas qu'il faut être tous dans l'abondance, d'avoir des maisons, des piscines et des 4x4, hein, voire même pas besoin des 4x4. On parle juste d'avoir suffisamment les moyens de réaliser ses rêves. Et pas les réaliser dans 10, dans 20, dans 30 ans. Les réaliser chaque jour, quelque part. D'avoir tous les jours les moyens de réaliser ses rêves. Donc quand on s'est construit sur pas grand-chose, c'est déjà incroyable, ça a deux faces. Cette croyance, c'est déjà génial, parce que ça veut dire qu'on peut vivre avec pas grand-chose,
et ça peut être une belle expérience. Mais si on a des rêves qui nécessitent de voyager, de se former, d'acheter une voiture, parce qu'on a le droit d'acheter des voitures ou une maison, ou de créer un confort pour soi et pour les autres, on part de cette petite croyance qui est avoir pas grand-chose, c'est déjà incroyable, c'est-à-dire c'est déjà beaucoup. Parce qu'il y avait dans c'est incroyable, il y avait c'est déjà beaucoup. Nos croyances d'enfants, ma grand-mère, par exemple, elle me le donnait, mais en cachette. Donc l'argent, il fallait le cacher, il fallait pas en parler. Donc, vous voyez ce que je fais aujourd'hui. J'ai essayé de me dire que pourquoi le cacher? C'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de mon arbre, c'est le fruit de mes inspirations, de mes compréhensions de la vie, de mes expériences, etc. Donc pourquoi j'aurais à le cacher? Non, dans la famille, il fallait le cacher. Alors, il y avait plein de raisons pour lesquelles le cacher, parce qu'elle voulait pas que mon grand-père le sache, parce que c'était des artisans, etc. Bref. Mais quand je me suis rendu compte que quand j'étais encore adulte, à 40 ans, je continuais de cacher ce sujet, mais pourquoi je le cache? Pourquoi j'ai encore honte? Pourquoi j'ai encore du tabou, un tabou autour de ce sujet, alors que je ne fais quoi que moi, personnellement, j'essaye en tout cas de réaliser mes rêves, en fait. Pas qu'un rêve égoïste, c'est pour ça que je fais une conférence en l'occurrence, c'est que si j'avais juste compris ce sujet, je le garderais pour moi, mais moi j'ai envie que vous soyez aussi dans l'abondance. Donc, vous voyez, c'est tout un processus. Je rajoute à ça un sujet, un terme, on parle de transfuge de classe. Quand on est né dans une classe sociale et qu'on s'émancipe de cette classe par l'éducation ou par l'argent, on va être ce qu'on appelle un transfuge de classe. Donc on va passer d'une classe... parfois on démarre dans la pauvreté. Je ne suis pas parti de très loin, moi. J'étais au RSA, j'étais au chômage, après j'ai travaillé, enfin voilà, j'ai fait ça moi, par rapport à l'abondance. Puis ça c'est fatigant en fait. Donc un jour j'ai dit non, j'ai plus envie d'être dans ça. Je veux construire une sécurité, une tranquillité, pas une abondance débordante, pas l'opulence, l'abondance, c'est pas la même chose. Mais je suis devenu un transfuge de classe. Un transfuge de classe, c'est passer d'une classe sociale, donc mon père et mes grands-pères, du côté paternel, ils réparaient des grues sur le port de Dunkerque. C'était la classe d'ouvriers, classe ouvrière. Et de l'autre côté, un artisan qui n'a jamais su gérer son argent parce que c'était un artiste. Donc, ils s'en foutaient de l'argent. Il avait des crayons, et il avait du carton pour peindre et peigner. Voilà. Donc, il n'y avait pas de volonté, mais ça a créé beaucoup de frustration parce qu'on ne pouvait pas faire réaliser ses rêves, en fait. Mes grands-parents n'ont jamais voyagé, par exemple. Jamais. Ni l'un ni l'autre, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs, je crois. Être un transfuge de classe, c'est aussi, ça peut être très difficile. Donc, quand on commence à s'émanciper d'une certaine façon de sa famille, ça veut dire qu'on a l'impression un peu de trahir sa famille. Tout le travail en psychogénéalogie, ça va nous aider à grandir en fait. Inconsciemment, de ne plus être petit, de ne plus accepter ou vivre le fait que petit c'est déjà beaucoup. Oui, ça peut être déjà bien, mais petit c'est pas beaucoup, petit c'est petit. Ça peut être bien, mais c'est pas beaucoup. Et beaucoup, c'est pas forcément bien. Je ne veux pas donner l'idée que forcément c'est l'abondance pour l'abondance. Ça, c'est le capitalisme. Moi, je parle de thérapie et de bien-être. Je ne parle pas forcément d'enrichissement et de capitalisme. Être un transfuge de classe, c'est vraiment être un transfuge. Donc, on a l'impression d'être tout seul, de sortir, de s'émanciper de sa famille. Et c'est ça le plus difficile en transgénérationnel. C'est de s'émanciper. C'est de grandir. C'est de sortir et de changer les croyances qu'on nous a inculquées, de changer les comportements, de changer notre rapport émotionnel à l'argent, de ne plus culpabiliser, de ne plus avoir peur, et de ne plus être en colère de ne pas en avoir éventuellement. Voilà. Donc on va travailler sur tous ces sujets, pas là tout de suite maintenant, mais quand j'accompagne les gens, on travaille sur ces sujets pour faire, pour plus être sur l'énergie du manque et sur la peur du manque, mais pour être dans l'énergie de la création. On crée de la valeur, on se redonne de la valeur, on en crée, sans tomber dans le mercantilisme, de l'argent pour l'argent, quoi.
Sauf que ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que, en transgénérationnel, le sujet, le mot le plus important, c'est la loyauté. Dans nos familles, on nous demande d'être loyal. On nous demande de reproduire les schémas. Souvent inconsciemment. Et nous, ce qu'on va faire inconsciemment, c'est qu'on va dire, oh, ok, tu me dis que c'est ça la vie, tu me dis que c'est ça le bonheur, tu me dis que c'est ça être, eh ben on va reproduire les mêmes schémas. Quand on trahit ces schémas, on a l'impression de trahir les gens. Et puis on nous le rappelle en plus. Moi, ça fait, j'ai 41 ans, ça fait plus de 20 ans que je travaille, et à chaque fois, on m'a dit, mais comment tu fais en fait? Comment tu fais pour gagner ta vie? Je dis, bah, je travaille. Alors avant, j'étais dans un autre métier, j'étais journaliste, j'étais danseur, bref, j'ai eu plusieurs vies dans cette vie. Et à chaque fois, on me dit, mais comment tu fais? Je dis, bah, je sais pas, je rencontre des gens, je parle, je travaille, et ça leur semblait impossible en fait. Et je suis le premier des 19 petits-enfants, mes grands-parents paternels, ils ont eu 19 petits-enfants, je suis le premier à être propriétaire de ma maison. Ça leur semble encore aujourd'hui complètement fou. Parce que dans mes oncles et tantes, aucun n'était propriétaire. Alors après, il y en a qui ont été propriétaires au bout de 35 ans, un crédit de 35 ans, etc. Et moi, j'ai tellement travaillé et fait des choix qui soient plus basés sur l'énergie du manque, que j'ai réussi à acheter ma maison sans crédit. Oui, c'est possible. Sans crédit. Donc j'ai pas de loyer, j'ai pas de crédit. Et j'ai 41 ans. Parce que j'ai fait des choix. Donc c'est pas pour me vanter et pour dire que je suis génial. On est tous géniaux, parce qu'on est tous capables de faire des choix pour changer et faire des choix qui soient plus des choix de loyauté avec nos familles, avec notre éducation, mais qui soient des choix où on se donne de la valeur. Où on donne de la valeur à ce qu'on fait, à ce qu'on crée ou à ce qu'on produit. Vous avez gagné au loto? Ben, ouais, tous les jours. Parce que... Non, parce que pour faire une maison sans crédit... Ouais. Excusez-moi, ça me choque ça. Et comment vous pouvez faire à l'heure actuelle. Alors, je peux te parler un peu de moi, mais j'ai fait pour résumer, si, ça me dérange pas du tout, mais c'est les choix en fait que j'ai fait. C'était des choix qui étaient... Il faut aussi bien faire des choix, mais il faut que derrière ça puisse suivre. Sans crédit, comment voulez-vous faire une maison? Même moi, qui suis quand même beaucoup plus vieille que vous, eh bien, il y a 50 ans, on faisait des crédits déjà pour faire une maison. Je ne sais pas comment vous avez fait. J'ai fait des choix. Je vous demande... Non, mais même, voilà, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand je fais mes formations en transgénérationnel, je l'explique. Mais c'est pour dire que oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est nos familles, nos héritages, nos croyances limitantes, notre rapport à l'argent fait qu'on ne fait pas ces choix-là. Il faut qu'on s'émancipe de ces croyances limitantes, on en a quelques-unes, de ces schémas répétitifs, de là où on vient en fait, pour pouvoir faire d'autres choix, pour pouvoir faire des choix différents de ce qu'on nous a inculqué. Et je vous promets que c'est possible, parce que je suis passé du RSA à être propriétaire à 41 ans. Et j'ai pas gagné au loto et j'ai braqué aucune banque. Et sans crédit. Et sans crédit. Donc, je le souligne une troisième fois, oui, c'est possible. Si c'est pas possible pour vous, c'est possible pour vos enfants. Ça le sera. Alors, des solutions. On a parlé dans l'arbre. C'était les clés de l'abondance. Les clés, donc je vais vous donner les clés. On y arrive. Mais déjà, il fallait comprendre le problème avant de trouver les clés. Fallait trouver la serrure avant de trouver les clés. Vous les avez trouvées apparemment. Ouais. Alors, d'une certaine façon, les clés, elles sont différentes chez chacun, parce que chacun a son système. Voilà. Du coup, vous avez une petite feuille. Je vais vous proposer de vous donner certaines clés personnelles. Là, je vous ai donné des grandes clés, de faire des choix, de sortir des systèmes, etc.
Vous avez un crayon, une feuille. Je vais vous donner 1 minute. On respire, on se détend. C'est un sujet qui tend en général l'argent. En plus, je parle vite et boum, boum, boum. Non, mais je vois derrière comme ça qui sont. C'est pas un exercice à réussir. On n'est pas là dans la performance. On est dans la prise de conscience. Je vais vous donner 1 minute. Je vais essayer de... Ouais. C'est très frustrant parce que votre mental il va vouloir beaucoup plus de temps, mais c'est un jeu. Je vous donne là 1 seule minute pour réaliser votre arbre généalogique à partir de maintenant. Et je ne réponds pas à aucune question. Faites-moi votre arbre généalogique, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, ça a commencé. Cinq, 4, et je vous demande de lever 3, 2, 1, 0. Alors, vous n'avez pas fait d'erreur, ni de faute, ni d'oubli. Hein. Cet outil, c'est ce que j'appelle une cartographie de votre inconscient familial. C'est comme si vous aviez une photo, parce qu'on a posé un sujet là. Elles sont où les clés? Ils sont où les blocages et elles sont où les clés par rapport à l'arbre familial. D'accord? Et donc votre inconscient, il part au plus pressé et il répond, tac. Et donc je vais en prendre ceux qui veulent me le partager. On pourra continuer après si on n'a pas assez le temps. Alors je ne ferai pas des analyses complètes, mais déjà trouver quelques petites clés. Est-ce que déjà, là en regardant votre dessin tel que vous l'avez fait, vous pouvez vous rendre compte, déjà quelque chose qui t'a sauté aux yeux? Est-ce que tu veux juste partager sans... Tu rentres dans les détails comme tu veux, mais... Oui, je peux. Donc, dans ma famille, on est plusieurs frères et sœurs. Plusieurs frères et sœurs. Là, tel quel, je me suis mis au centre de la famille et de mes frères et sœurs. Je me suis mis au centre, ok. J'ai 2 flèches qui partent. Ouais. D'un côté, j'ai mes parents. Ouais. Et de l'autre côté, c'est moi. Je suis au milieu, donc avec 2 flèches comme ça. J'ai une flèche. J'ai fait une flèche, pourquoi? Je sais pas, mais il n'y a rien. Donc ça me dit quelque chose. Ok. Alors, ce qui est intéressant déjà dans ton dessin, c'est que c'est de toi qu'elles partent les flèches. Donc, c'est toi qui donnes de l'énergie à tes parents. C'est toi qui donnes cette énergie. C'est toi qui donne de l'attention, qui focalise ton énergie, ta présence, qui t'occupe des autres. C'est pas l'énergie que tu reçois. Donc, c'est... Moi, je travaille aussi avec des baguettes. Je sais pas si vous avez déjà vu des baguettes de sourcils. Je fais une sorte de constellation familiale avec aussi des baguettes, bref. Et en général, les parents sont derrière, en constellation. Hein. Nos ancêtres doivent être derrière nous. C'est le passé. Ils doivent nous nourrir. Et là, le but, c'est pas de juger, c'est de juger personne, mais parfois, les parents ne nous ont pas nourris de croyances positives, d'énergie, de valeurs. Ils nous ont plutôt demandé l'inverse. Ils nous ont dit, occupe-toi de nous, ou guéris-nous, ou aide-nous. Ou on a cru qu'ils nous demandaient ça. Et donc, tes flèches, elles peuvent aussi signifier ça. Alors, tu en as 2 qui partent vers les parents, c'est ça? J'ai 2 flèches qui partent comme ça. Et une qui part dans le vide. Une sur mes parents, une qui part sur... Je sais pas. Ok. Et ensuite sur mes arrière-grands-parents. Ok. Donc, en fait, dans ce qu'on appelle là, votre arbre intérieur, votre arbre inconscient, il vient témoigner de plein de choses. Donc, les petites questions là que je vous pose, après, si vous voulez m'en partager un, je serais ravi d'aller plus loin.
Regardez où part votre énergie, où partent les flèches. Qui nourrit qui dans cet arbre? Comment sont les liens? Est-ce que les liens sont serrés? Il n'y a pas de flèches. Il y a des traits. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut m'en partager un pour que je sois sur un exemple plus concret, plus précis? Alors moi, c'est mon cadeau de Noël, ça, parce que moi, vous me donnez ça, je peux faire 4 heures. Moi, je suis au milieu aussi. Je Ouais. suis au centre. Comment tu t'appelles? Angélique. Angélique. Ok. Alors déjà, Angélique, elle a mis moi. D'accord? Donc Angélique, on sait qu'elle est, enfin, elle sait qui elle est. Mais elle a mis moi, elle a pas mis Angélique. D'accord? Et en dessous, c'est tes enfants. Voilà. Et au-dessus, tes parents. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans les dessins comme ça, il y a un effet de balance. On remarque qu'il y a des déséquilibres. Hein, donc là, par exemple, cette branche-là, elle est un peu déséquilibrée par rapport à celle-là. C'est vrai. Oui. Et tout de suite, on me dit, c'est vrai. D'accord? Donc, est-ce que j'ai... Ça peut être deux choses. Soit j'étais plus proche, il y avait des relations plus proches, Pas du tout. soit au contraire, il y avait moins. C'est ça. Hein, on nous a moins donné. Ouais. On nous a moins donné de valeur, on nous a moins donné d'attention. Je sais pas pourquoi. Donc, forcément, moins de valeur, moins d'attention. Ok. Parfois, il y a aussi moins d'héritage. Parce que oui, quand on veut créer de la valeur, c'est bien d'avoir déjà d'avoir hérité. Je ne parle pas forcément de fortune, mais d'avoir hérité de quelque chose qui nous ramène de la sécurité. Là, j'ai fait du petit mes enfants. Ouais, c'est très bien. Alors, il y a une autre notion en transgénérationnel, il y a ce qu'on appelle l'ancêtre référent. L'ancêtre référent, il y a un autre nom aussi très compliqué qui s'appelle l'intrication. Angélique, parce que là je ne vois pas du coup les prénoms. Ah, Bon, déjà elle s'appelle Angélique. Voilà. Déjà décodage des prénoms en transgénérationnel. Moi je dois être un ange, d'accord? Je dois être Angélique. Donc venir créer de l'argent, c'est quoi venir créer de l'argent? C'est venir dans la matière, créer de l'argent. Moi, on me demande depuis avant ma naissance d'être angélique. Tu peux être un ange incarné, c'est ça l'objectif de ta réalisation de ton destin. Mais si on ne te demande que d'être angélique, que d'avoir une position d'ange, c'est-à-dire celle qui va aider, celle qui va apporter la lumière à tout le monde. D'ailleurs, il y a une notion de tuyau là, et de boulotte. Parce que vers tes enfants, c'est je donne tout à mes enfants. Moi, je suis sûr qu'Angélique, elle donne tout à sa descendance. Ça passe, ça reste pas. Faut que ça passe. Je fais même tout ce que je fais pour mes enfants. Parce qu'il y a une notion de boulotte là. Un peu? Bon, j'essaie. Mon ancêtre référent, donc je suis angélique, vous avez compris l'idée, hein, c'est je ne peux pas totalement créer dans la matière. Hein. Il faut que ça passe par les 3 centres créateurs, la conscience. J'ai conscience, je fais des choix, j'ai des croyances positives. Ça passe par là, par l'être. Je valorise qui je suis, ma capacité à ouvrir le cœur, etc. Et puis ça descend dans le chakra créateur, qui est le chakra de la sexualité. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a un grand lien quand même. Et je crée dans la matière. Tabou et argent et sexualité, c'est les 2 grands tabous. Donc il y a plein de parallèles à faire. On verra si on a le temps. L'ancêtre référent, j'y viens enfin. C'est un ancêtre qui nous a marqués. C'est un ancêtre qui nous a marqués. Et en transgénérationnel, on va le trouver comment? Soit avec la date de naissance, il va y avoir des parallèles avec la date de naissance, soit avec les prénoms. S'il y avait un ange ou une Marie-Ange au-dessus, là je ne les vois pas bien les prénoms. J'ai mis papa et maman. Les grands-parents, c'est André et Alice, ceux qui sont supérieurs. Après, c'est Yvan et Denise. Et Denise, Et d'accord. mes parents, c'est Serge Ariel. Oui, mais j'ai mis papa et maman, non? Je ne vois pas vraiment. J'ai mis papa et maman. Parce que je m'appelle Angélique, mais j'ai mis moi, papa et maman. Il y en a peut-être d'autres qui ont mis ça. Ça veut dire que dans ma relation à l'argent, c'est moi, papa et maman. C'est qu'est-ce que papa il est plus là et maman elle a jamais été là non plus. Donc il y a un lien affectif. Il y a un lien affectif qui perdure. Quel âge tu as, Angélique? 49.
On sait comment s'appellent nos parents. Hein. Et comme il y a un lien affectif et que papa est parti il n'y a pas longtemps et que maman elle n'a jamais été là, je suis encore dans l'absence et dans le manque. Hein, papa parti il n'y a pas longtemps, absence, manque, et maman jamais été là, donc absence, manque. Donc dans ma relation à l'argent et à l'abondance, je suis encore dans ce paradigme et dans cette configuration, pour ne pas la juger, de manque. Moi, mon travail, c'est de faire grandir. De grandir et de faire grandir les gens. C'est de dire, tu as le droit d'être dans la tristesse, la peine, voilà. Mais aujourd'hui, tu pourrais être angélique et mettre les prénoms. Et si tu allais switcher en comprenant que tu es grande, et donc, comme toute grande, tu as de la valeur, de l'expérience, des capacités, etc., etc., tu pourrais dire, ok, c'est vrai en fait, je peux créer en tant que grande angélique, incarnée dans son corps et dans la matière, pour créer de la valeur, dans tous les sens du terme. Mais là, je suis encore dans moi, papa et maman. Tu vois ça te semble clair, dit comme ça? Ça résonne par rapport à toi? Ok. Merci. C'est quelqu'un qui veut un petit œil sur son arbre? Ouais. Je vous fais passer. La dame qui regarde l'heure, elle est partie. Merci. Comment tu t'appelles? Nadine. Nadine. Ok. Alors, dans un arbre comme ça, tout est... c'est normal. Dans un arbre comme ça, tout est intéressant. Donc, j'ai parlé des prénoms. Pour l'instant, il n'y a pas eu de date. C'est normal, en une minute, on n'a pas le temps de mettre les dates en général. La façon d'écrire les choses. Là, dans la façon d'écrire les choses, on peut remarquer que c'est très bien rangé, très propre. Ça ne déborde pas. Moi, c'est la première chose qui me... Ah, j'ai même eu le temps de mettre les noms de famille, les noms, les prénoms. Ok. Ça peut vouloir dire quelque chose. Être bien rangé. Les flèches, elles sont presque... Tu aurais pu le faire à l'ordinateur, presque. C'est tellement bien... C'est tellement carré. Être carré, c'est ni bien ni mal. Être carré, c'est bien à certains endroits, et par contre, à d'autres endroits, ça peut nous enfermer. Est-ce que je m'autorise à être libre, à être créative, à déborder un peu, à tenter, à expérimenter, ou est-ce que je respecte les choses? Il y a même de très belles majuscules, d'accord? Les majuscules, elles sont... Alors c'est drôle parce que tu as mis le côté paternel, les noms de famille sont en majuscules, et du côté des maternels, il n'y a que la majuscule au nom de famille, mais pas tout n'est pas en majuscule. Donc on voit que le côté paternel, pour Nadine, c'est majuscule. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut parler, ce que je dis, Nadine? Le côté paternel, la branche paternelle, il y a des majuscules. Alors soit c'est le bon côté de la majuscule, c'est-à-dire on s'élève, une majuscule ça s'élève, ça grandit, mais ça peut être aussi rigide. Plutôt rigide. On est d'accord. Si on a hérité de cette rigidité, la rigidité c'est pas la droiture, la rigidité c'est pas la direction, la rigidité c'est la rigidité. Et pour créer de l'abondance, on est dans la création. Donc il faut être dans le mouvement en fait. L'abondance, en énergétique chinoise, l'abondance ça coule. On parle de flux financiers, on parle d'échanges commerciaux, on est dans l'échange. Si on est éduqué d'une certaine partie de la famille, au moins dans cette branche, dans la rigidité, on ne peut pas la créer entièrement. On n'est pas entièrement libre de la créer. Parce qu'on nous a donné un modèle qui nous incite à être un peu dans la rigidité. En tout cas, on nous l'a demandé. Et comme pour être dans l'abondance ou dans la création, une des clés principales, c'est être dans la création, c'est-à-dire tenter, expérimenter, se tromper, faire des erreurs, se remettre en question en permanence. Ça peut être très douloureux
quand on part de l'énergie du manque, quand notre énergie de base, c'est l'énergie du manque, le doute, expérimenter, tout ça, c'est fatigant. Par contre, quand on switch et qu'on est dans l'énergie, c'est plus la fin de subvenir à ses moyens, mais c'est avoir les moyens d'arriver à ses fins. Expérimenter, c'est un jeu. Expérimenter, c'est se tromper. Et tromper, c'est pas grave. Alors que là, se tromper, c'est pas bien. Il faut être rigoureux. Il faut être sage, il faut être rigoureux, il faut être rigide, parce que se tromper, c'est grave. Une des clés que moi je te donne, que je souligne en tout cas, c'est que parce que je me suis trompé que j'ai réussi. Parce que je me suis pris des petits couteaux dans le dos, parce que je me suis planté, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, je me dirais, un jour j'ai balayé tout, j'ai renversé la table et je me dis non, je crée un nouveau destin et je suis reparti de zéro. Ça peut être très anxiogène de repartir de zéro. Ça peut être douloureux. Mais j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir. Parce que c'était, je ne sais pas quelle heure il est. 4 minutes? Parfait. Qu'est-ce que j'ai d'important à vous dire en 4 minutes, les clés de l'abondance? Je vais répondre à vos questions parce que sinon je parle pendant des heures. Donc c'est mieux que sur les sujets que j'ai abordés, on peut continuer après dehors si vous voulez. On fait une contre-soirée. Je te le rends après si tu veux, Nadia. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ou sur ce que je viens de dire? Est-ce qu'on peut faire le yo-yo en fait on peut faire le yo c'est pas bien, machin, et hop, d'un côté, hop, on s'ouvre à l'abondance, c'est génial, etc. Et bien j'ai envie de te dire, il faudrait comprendre pourquoi on fait le yo-yo. Pour les deux familles. Peut-être, il y a peut-être deux branches en effet qui donnent des injonctions contradictoires. Hein? Sois heureux mais pas trop, sois heureux mais pas tout de suite, sois heureux mais ça peut exister. Hein? Sois heureux mais discrète. Sois dans l'abondance mais que de plaisir mais pas d'argent. Donc là je suis tiraillé en fait à l'intérieur de moi dans les injonctions. Oui, vas-y. Ah, c'était juste tes cheveux. Ok. Merci. Quelqu'un d'autre? Une question ou... Moi, c'est juste, j'arrive pas à imaginer comment passer à l'action. Ah. Ok. Pour débloquer Ouais. le schéma. Donc, dans les clés on a vu, il y a des ancêtres avec lesquels on est intriqué, donc on a un rapport trop enfermant, comme quelque chose de plombant, un ancêtre qui a fait une faillite par exemple, avec lequel on aurait la même date de naissance, on peut avoir plein de points communs. Et on va chercher des ressources. Tu peux aller chercher un ancêtre ressource, un ancêtre qui va t'inspirer, qui va te donner de la force, qui va te donner de l'énergie, qui va être un modèle positif. Et si tu ne le trouves pas dans ton arbre, tu peux aller dans les ancêtres que tu n'as même pas connus. Et tu vas te brancher à eux. Et tu vas les laisser t'inspirer. Et puis tu vas les honorer. Parce qu'en fait, pourquoi le transgénérationnel et l'abondance? Parce que c'est aussi l'idée d'honorer cet arbre. C'est pas juste de lui trouver tous les défauts du monde à cet arbre. C'est de dire, ok, à cet endroit-là, moi Jérémy, même mon père qui était alcoolique, dépressif et tout, il m'a quand même appris des choses positives. Et je vais focaliser sur ces choses-là. Je vais plus me construire sur ça aurait pu être différent si mon père il n'avait pas été comme ça. Non, je vais le remercier, je vais dans la gratitude et dans le pardon. Il m'a quand même appris ça. C'est pas facile à trouver parfois, hein. J'ai galéré. Hein. Et aller chez tous ses ancêtres, ça je vais prendre ça de lui. Même ceux qui ont été pas les plus généreux. Et après tu peux aller chercher au-delà de l'arbre des modèles positifs, parce qu'on a une famille élargie aussi, hein. Ça peut être nos amis, on parlait de famille élargie tout à l'heure, on peut aller, il y a des modèles qui nous inspirent. Et après il y a plein d'actes, mais là je vais être limité par le temps, c'est normal, tu as raison. Mais c'est votre centre qui se situe
Juste là au coin, je sais plus comment, 94. Oui, puis on se rejoint devant là, pour les personnes qui ont une petite question à poser. Avec plaisir.